Sugar Ray, hey, hey, Sugar Ray, that's Sugar Ray, hey, hey, Sugar Ray, Lecture that's dédiée à Sugar Jackie Ray, Londiche. hey, Sugar Ray, that's Sugar Ray, Philippe Roth. hey, La tâche. that's Sugar Ray. Traduit de l'américain par José Camoun pour Gallimard en 2002. Now he weighs 160 Oedipe. Quel est le rite de purification? Comment faudra-t-il l'accomplir? Créon. En bannissant un homme, ou par l'expiation du sang par le sang. Sophocle. Oedipe roi. 1. De notoriété publique. À l'été 1998, mon voisin, Coleman Silk, retraité depuis 2 ans, après une carrière à l'université d'Athéna, où il avait enseigné les lettres classiques pendant une vingtaine d'années, puis occupé le poste de doyen les 16 années suivantes, m'a confié qu'à l'âge de 71 ans, il vivait une liaison avec une femme de ménage de l'université, qui n'en avait que 34. 2 fois par semaine, elle faisait aussi le ménage à notre poste rural, baraque de planches grises qu'on aurait bien vu abriter une famille de fermiers de l'Oklahoma contre les vents du Dust Bowl dans les années 30, et qui, en face de la station-service, à l'écart de tout, solitaire, fait flotter son drapeau américain, à la jonction des 2 routes délimitant le centre de cette petite ville à flanc de montagne. La première fois que Coleman avait vu cette femme, elle lessivait le parterre de la poste. Il était arrivé tard, quelques minutes avant la fermeture, pour prendre son courrier. C'était une grande femme maigre et anguleuse, des cheveux blonds grisonnants tirés en queue de cheval, un visage à l'architecture sévère, comme on en prête volontiers aux pionnières des rudes commencements de la Nouvelle-Angleterre, austères villageoises dures à la peine qui, sous la férule du pasteur, se laissaient docilement incarcérer dans la moralité régnante. Elle s'appelait Phonia Farley et plaquait sur sa garce de vie l'un de ces masques osseux et inexpressifs qui ne cachent rien et révèlent une solitude immense. Phonia habitait une chambre dans une laiterie du coin, où elle aidait à la traite des vaches pour payer son loyer. Elle avait quitté l'école en 5e. L'été où Coleman me mit dans la confidence fut celui où, hasard opportun, on éventa le secret de Bill Clinton, jusque dans ses moindres détails mortifiants, plus vrais que nature, l'effet vérité et la mortification due l'un comme l'autre à l'âpre précision des faits. Une saison pareille, on n'en avait pas eu depuis la découverte fortuite des photos de Miss Amérique dans un vieux numéro de Penthouse. Ces clichés du plus bel effet, qui la montraient nue à 4 pattes et sur le dos, avaient contraint la jeune femme honteuse et confuse à abdiquer pour devenir par la suite une pop star au succès colossal. En Nouvelle-Angleterre, l'été 1988 s'est distingué par une tiédeur, un ensoleillement délicieux, et au baseball par un combat de titans entre un dieu du home run blanc et un dieu du home run café au lait. Mais en Amérique en général, ce fut l'été du marathon de la tartufferie. Le spectre du terrorisme, qui avait remplacé celui du communisme comme menace majeure pour la sécurité du pays, laissait la place au spectre de la turlute. Un président des États-Unis, quadragénaire plein de verdeur, et une de ses employées, une drôlesse de 21 ans folle de lui, batifolant dans le bureau ovale comme 2 ados dans un parking, avait rallumé la plus vieille passion fédératrice de l'Amérique, son plaisir le plus dangereux peut-être, le plus subversif historiquement, le vertige de l'indignation hypocrite. Au Congrès, dans la presse, à la radio et à la télé, les enfoirés à la vertu majuscule donnaient à qui mieux des leçons de morale, dans leur soif d'accuser, de censurer et de punir, tous possédés par cette frénésie calculée que Hawthorne, dans les années 1860, j'aurais été pour ainsi dire son voisin, avait déjà stigmatisé à l'aube de notre pays comme le génie de la persécution. Tous mouraient d'envie d'accomplir les rites de purification astringents qui permettraient d'exciser l'érection de la branche exécutive. Après quoi, le sénateur Lieberman pourrait enfin regarder la télévision en toute quiétude et sans embarras avec sa petite fille de 10 ans. Non, si vous n'avez pas connu 1998, vous ne savez pas ce que c'est que l'indignation vertueuse. L'éditorialiste William F. Buckley, conservateur, a écrit dans ses colonnes: du temps d'Abélard, on savait empêcher le coupable de recommencer, insinuant par là que, pour prévenir les répréhensibles agissements du président,
ce qu'il appelait ailleurs son incontinence charnelle, la destitution, punition anodine, n'était pas le meilleur remède. Il aurait mieux valu appliquer le châtiment infligé au XIIe siècle par le couteau des sbires du chanoine Fulbert au chanoine Abélard, son collègue coupable de lui avoir ravi sa nièce, la Vierge Héloïse, et de l'avoir épousée. La nostalgie nourrie par Buckley pour la castration, juste rétribution de l'incontinence, ne s'assortissait pas, telle la fatwa lancée par l'ayatollah Khomeini contre Salman Rushdie, d'une gratification financière propre à susciter les bonnes volontés. Elle était néanmoins dictée, cette nostalgie, par un esprit tout aussi impitoyable et des idéaux non moins fanatiques. En Amérique, cet été-là a vu le retour de la nausée. Ce furent des plaisanteries incessantes, des spéculations, des théories, une outrance incessante. L'obligation morale d'expliquer les réalités de la vie d'adulte aux enfants fut abrogée au profit d'une politique de maintien de toutes les illusions sur la vie adulte. La petitesse des gens fut accablante au-delà de tout. Un démon venait de rompre ses chaînes et, dans les deux camps, les gens se demandaient « Mais quelle folie nous saisit ?» Le matin au réveil, les femmes comme les hommes découvraient que pendant la nuit, le sommeil les ayant affranchis de l'envie et du dégoût, ils avaient rêvé de l'effronterie de Bill Clinton. J'avais rêvé moi-même d'une banderole géante, tendue d'un bout à l'autre de la Maison-Blanche, comme un de ces emballages dadaïstes à la Christo, et qui proclamait « Ici demeure un être humain ». Ce fut l'été où, pour la millionième fois, la pagaille, le chaos, le vandalisme moral prirent le pas sur l'idéologie d'un tel et la moralité de tel autre. Cet été-là, chacun ne pensait plus qu'au sexe du président. La vie, dans toute son impureté impudente, confondait une fois de plus l'Amérique. Parfois, le samedi, je recevais un coup de fil de Coleman. Il m'invitait chez lui sur l'autre versant de la montagne, après dîner, pour écouter de la musique, faire une partie de rami à un penny le point, ou bien passer une heure ou deux dans son séjour, à boire du cognac. Ainsi l'aidai-je à traverser ce qui était pour lui la soirée la plus pénible de la semaine. L'été 1998, en effet, cela faisait à peu près 2 ans qu'il vivait seul, dans la grande maison de planches blanches, où il avait élevé ses 4 enfants avec Iris, sa femme, laquelle était morte d'une attaque du jour au lendemain, en plein milieu de la bataille qu'il opposait lui-même à la faculté, depuis que 2 de ses étudiants l'avaient dénoncé pour racisme. Il avait fait presque toute sa carrière à Athéna. C'était un extraverti à l'intelligence aiguë, un homme de la ville, charmeur, main de fer dans un gant de velours, qui tenait du guerrier et du manipulateur, aux antipodes en somme du latiniste helléniste pédant, comme le prouvait le club de conversation latine et grecque qu'il avait monté du temps qu'il n'était qu'un jeune assistant hérétique. Son véritable panorama de la littérature grecque en traduction, qu'on appelait DHM, des dieux, des héros et des mythes, connaissait un franc succès auprès des étudiants, précisément à cause de tout ce qu'il y avait de direct, de franc, d'énergique, qualité rare chez les universitaires, dans son comportement. Vous savez comment commence la littérature européenne ? Demandait-il à ses étudiants après avoir fait l'appel lors du premier cours. Elle commence par une querelle. Sur quoi il prenait son Iliade et lisait à la classe les premiers vers. Chante, divine muse, la colère désastreuse d'Achille. Commence au début de la querelle qui opposa Agamemnon, le roi des hommes, au grand Achille. Or, qu'est-ce qu'ils se disputent, ces 2 hommes puissants, ces 2 âmes violentes ? C'est aussi primitif qu'une rixe de bar. Ils se disputent une fille pour mieux dire, une fille volée à son père, une fille enlevée à la faveur des combats. Seulement voilà, Agamemnon préfère de loin cette fille à sa femme, Clytemnestre. Clytemnestre ne la vaut pas, dit-il, ni quant au visage, ni quant au corps. Vous conviendrez que c'est une manière assez directe d'expliquer pourquoi il refuse de la rendre. Lorsque Achille exige qu'il la rende à son père pour apaiser Apollon, dieu que son rapt a jeté dans une colère meurtrière, Agamemnon refuse. Il ne s'exécutera que si Achille lui donne sa captive en échange. Voilà rallumée la fureur d'Achille, car Achille carbure à l'adrénaline. C'est la tête brûlée la plus inflammable, la plus explosive qu'un écrivain ait jamais pris plaisir à dépeindre. Qu'il s'agisse de son prestige ou de ses appétits, c'est la machine à tuer la plus sensitive de toute l'histoire de la guerre. Le fameux Achille,
qu'on s'aliène sitôt que son honneur est égratigné. Par sa fureur despotique sous l'outrage de devoir rendre sa captive, Achille, ce grand héros, s'isole lui-même, prend une position de défi contre la société dont il est le glorieux protecteur et qui a tant besoin de lui. C'est donc une querelle autour d'une jeune fille et de son jeune corps, des délices de la voracité sexuelle. Voilà comment, pour le meilleur et pour le pire, dans cette atteinte à la prérogative phallique, à la dignité phallique d'un prince guerrier dont c'est le flux vital, voilà comment débute la grande littérature d'imagination en Europe. Et voilà pourquoi, près de 3000 ans plus tard, nous commencerons par là aujourd'hui. Lorsqu'il avait été engagé par l'université, elle ne comptait encore qu'une poignée de juifs parmi ses professeurs. Et dans toute l'Amérique, il fut peut-être le premier à pouvoir enseigner au département de lettres classiques. Quelques années auparavant, l'université avait bien eu son juif, E.I. Lonoff, le nouvelliste, aujourd'hui quasi oublié, à qui j'avais moi-même rendu une visite mémorable du temps que j'étais apprenti écrivain, fraîchement publié, et que, en butte aux ennuis, je recherchais avidement la caution d'un maître. Pendant toutes les années 80 et jusque dans les années 90, Coleman avait aussi été le premier et d'ailleurs le seul juif doyen de l'université d'Athéna. Puis, en 1995, lorsqu'il avait quitté ses fonctions pour terminer sa carrière comme il l'avait commencé, c'est-à-dire en enseignant, il avait repris 2 de ses anciens cours sous l'égide du programme de langue et littérature qui avait absorbé le département de lettres classiques et qui était dirigé par le professeur Delphine Roux. Du temps qu'il était doyen et qu'il jouissait du soutien plein et entier d'un jeune président d'université ambitieux, Coleman avait repris une faculté vieillotte qui ressemblait au château de la Belle au bois dormant. Au prix de quelques passages de rouleau compresseur, il avait liquidé cette sinécure pour Gentleman Farmer en encourageant de manière musclée la vieille garde caduque à demander sa retraite anticipée. Ensuite de quoi, il avait recruté de jeunes assistants ambitieux et remanié de fond en comble les programmes offerts. Il est quasiment certain que s'il avait pris sa retraite à son heure, sans anicroche, on aurait eu droit à un volume d'hommage, à une série de conférences Coleman Silk érigées en institution, à une chaire de lettres classiques à son nom. Étant donné le rôle qu'il avait joué dans la renaissance de l'université au XXe siècle, il n'est pas exclu que le pavillon des humanités, ou même North Hall, l'édifice phare de l'université, aurait été rebaptisé en son honneur après sa mort. Dans le petit monde universitaire où il avait passé le plus clair de sa vie, les ressentiments, les controverses et même les inquiétudes qu'il avait inspirées auraient été oubliés de longue date. Son nom aurait été, au contraire, glorifié à jamais. Ce fut à peu près au milieu du second semestre, où il avait recommencé d'enseigner à plein temps, que Coleman prononça le mot scélérat, qui devait le pousser à rompre lui-même tout lien avec l'université. Ce seul mot scélérat, parmi des millions prononcés à voix haute pendant les années où il avait enseigné et administré. Ce mot qui, selon lui, était la cause directe de la mort de sa femme. La classe comptait 14 étudiants. Les premiers cours, il avait fait l'appel pour retenir leurs noms. Comme au bout de 5 semaines, il y avait encore 2 noms qui demeuraient sans écho, Coleman avait ouvert le cours de la 6e en demandant « Est-ce que quelqu'un connaît ces gens? Ils existent vraiment ou bien ce sont des zombies ?» Petit 1. L'équivoque n'est pas parfaitement traduisible. Le mot spook signifiant spectre, mais aussi, en argot d'il y a une 50aine d'années, l'équivalent de bougnoul ou bamboula. Note du traducteur. Un peu plus tard dans la journée, à sa grande surprise, son successeur, le nouveau doyen, l'avait convoqué pour répondre d'une accusation de racisme émanant de 2 étudiants absents qui se trouvaient être noirs et qui, malgré leur défection, avaient promptement été mis au courant de la formule par laquelle il avait publiquement soulevé le problème de leur absentéisme. Coleman répondit au doyen. J'évoquais la possibilité qu'il n'ait qu'une existence ectoplasmique. Est-ce que ça peut faire le moindre doute? Ces 2 étudiants n'avaient pas suivi un seul cours, c'est tout ce que je savais d'eux. J'employais le mot dans son sens communément reçu, son sens premier, zombie, spectre, fantôme. Je n'avais pas la moindre idée de la couleur de leur peau. Sinon, moi qui fais très attention à ne jamais heurter la sensibilité des étudiants, je n'aurais jamais employé un mot pareil. Comprenez bien le contexte. J'ai dit, est-ce qu'ils existent ou est-ce que ce sont des zombies?
L'accusation de ses étudiants est spécieuse. Elle est absurde. Mes collègues le savent bien, mes étudiants aussi. Le problème, le seul d'ailleurs, c'est l'absentéisme de ces deux élèves, leur fumisterie flagrante et inexcusable. Et le plus amer, c'est que cette accusation n'est pas seulement infondée, elle est aberrante. Considérant qu'il en avait dit plus qu'assez pour sa défense et que le chapitre était clos, il rentra chez lui. Or, je me suis laissé dire que les doyens, même modèles courants, du fait qu'ils sont une manière d'état tampon entre les professeurs et la haute administration, se font immanquablement des ennemis. Ils n'accordent pas toujours les augmentations de salaire qu'on leur demande, ni les places de parking les plus convoitées parce que les plus commodes, ni les grands bureaux auxquels les professeurs considèrent avoir droit. Dans les départements en position de faiblesse en particulier, les candidatures ou les promotions sont régulièrement rejetées. Les pétitions émanant d'un département pour avoir davantage de postes ou d'heures de secrétariat restent presque toujours sans effet, de même que les demandes de décharge d'horaires ou les requêtes pour éviter de faire cours au petit matin. Le remboursement des frais de déplacement pour se rendre à des colloques universitaires est régulièrement refusé, etc., etc. De surcroît, Coleman n'avait pas été un doyen modèle courant. Les professeurs dont il s'était débarrassé, les méthodes qu'il avait employées pour le faire, ceux qu'il avait abolis, ceux qu'il avait institués, l'audace avec laquelle il avait fait son travail, malgré une résistance acharnée, lui avaient valu des inimitiés qui allaient au-delà de celles de quelques mécontents, de quelques ingrats dont il aurait froissé la vanité. Sous la protection de Pierce Roberts, le jeune et beau président aussi fougueux que chevelu qui, sitôt à son poste lui-même, l'avait nommé doyen en lui disant « Il va falloir que ça change, et ceux qui ne seront pas contents n'auront qu'à partir en pré-retraite ou planter leur chou ailleurs. » Il avait tout chamboulé. 8 ans plus tard, à mi-parcours de la carrière de Coleman, Roberts acceptait une promotion prestigieuse, la présidence du Big Ten, 10 grandes universités du Midwest, fort de la réputation de tout ce qui avait été accompli en un temps record à Athéna. Or, cet accomplissement, la faculté ne le devait pas à son président de charme, qui était surtout un excellent collecteur de fonds, et qui, s'étant bien gardé de monter au créneau lui-même, quittait Athéna sa réputation intacte. Cet accomplissement, on le devait à la détermination de son doyen. Coleman n'était pas doyen depuis 1 mois, qu'il convoquait déjà pour un entretien tous les professeurs, y compris plusieurs mandarins issus de vieilles familles du comté, qui avaient fondé matériellement et financièrement l'université, et qui, sans avoir vraiment besoin de cet argent pour vivre, n'étaient pas fâchés de percevoir un salaire. Chacun d'entre eux s'était vu demander à l'avance de se munir de son curriculum, pour le cas où tel ou tel ne lui aurait pas apporté parce qu'il jugeait la chose indigne de lui. Coleman l'avait de toute façon sur son bureau. Il les retenait une bonne heure, plus parfois, jusqu'à ce que, ayant démontré avec quelque argument que les choses avaient enfin changé à Athéna, il commença à les faire transpirer. Il n'hésitait d'ailleurs pas à démarrer l'entretien en feuilletant le CV avec cette question. « Mais en somme, ces 11 dernières années, vous avez fait quoi au juste ?» Lorsqu'il lui répondait, comme un nombre écrasant d'entre eux, qu'il publiait régulièrement des articles dans les Athena's Notes, lorsqu'il avait entendu une fois de trop les cuistreries philologiques, bibliographiques et archéologiques qu'ils allaient récupérer au fil des ans dans leurs fonds de thèse pour les publier dans le bulletin trimestriel renéotypé et relié de carton gris qu'on archivait nulle part ailleurs sur Terre qu'à la bibliothèque d'Athéna, il osait enfreindre le code des bonnes manières universitaires en déclarant, paraît-il, « En d'autres termes, vous recyclez vos déchets. » Il ne se contenta pas de supprimer les Athena's Notes, en remboursant ses fonds, d'ailleurs insignifiants, au donateur, beau-père du rédacteur en chef. Afin d'encourager les retraites anticipées, il força les plus caducs des professeurs antiques et solennels à abandonner les cours qu'ils ressassaient depuis 20 ou 30 ans, pour leur attribuer les cours d'anglais et d'histoire générale de première année, ainsi que le nouveau programme d'orientation des arrivants, qui se déroulait durant les dernières chaleurs de l'été. Il supprima le prix du meilleur chercheur de l'année, bien mal nommé, et alloua les $1000 à un autre chapitre. Pour la première fois dans l'histoire de la faculté, il exigea un dossier en règle, avec description détaillée du projet pour toute demande d'année sabbatique rémunérée, demande rejetée la plupart du temps. Il récupéra la salle à manger des professeurs avec ses allures de club et ses lambris de chêne dont on disait avec orgueil qu'ils étaient les plus beaux du campus. Il la rendit à sa vocation première, qui était d'accueillir les séminaires des meilleurs étudiants, contraignant ainsi les professeurs à manger à la cafétéria avec les élèves.
Il remit en vigueur les réunions de professeurs, alors que son prédécesseur s'était fait des amis en ne les convoquant jamais. Il demandait au contraire au secrétariat d'y contrôler l'assiduité, si bien que même les mandarins qui ne devaient que 3 heures de cours par semaine furent obligés de faire acte de présence. Ayant déniché dans le règlement de la faculté un article stipulant que les comités exécutifs n'avaient pas de légitimité, il argua que ces obstacles encombrants au changement ne s'étaient développés que par la tradition et les conventions, et les abolit pour diriger les réunions selon son bon plaisir, mettant à profit chacune d'entre elles pour annoncer parmi les prochaines mesures qu'il allait prendre les plus susceptibles de susciter des ressentiments accrus. Sous sa direction, la promotion devint plus difficile et, ce fut peut-être ce qui choqua le plus, il ne fut plus question d'être promu automatiquement selon son grade sur le simple fait d'être un professeur populaire, ni d'obtenir une augmentation de salaire qui ne soit pas liée au mérite. Bref, il introduisit la concurrence. Il rendit la faculté compétitive. En somme, nota un de ses ennemis de la première heure, un comportement juif typique. Chaque fois qu'il se formait un comité de mécontents pour aller se plaindre au président, Pierce Roberts soutenait indéfectiblement Coleman. Pendant les années Roberts, tous les jeunes gens brillants que Coleman recrutait l'appréciaient parce qu'il leur faisait de la place et qu'il engageait des assistants de valeur parmi les étudiants de 3e cycle de Johns Hopkins, Harvard et Cornell. C'était la révolution de la qualité, disait-il volontiers. Il l'appréciait parce qu'il tirait l'élite dominante de son petit club, qu'il menaçait l'image qu'elle se faisait d'elle-même, ce qui a le don d'excéder un professeur pontifiant. Tous les anciens, qui constituaient la partie faible du collège des professeurs, n'avaient survécu que parce qu'ils se considéraient avec complaisance comme des sommités, le plus grand érudit sur l'encens de notre ère, etc. Une fois contestés d'en haut, leur confiance en soi s'élimait, et en l'espace de quelques années, on les vit presque tous disparaître. Époque exaltante. Mais un jour, Pierce Roberts prit ses hautes fonctions à l'Université du Michigan et on vit arriver Haynes, son successeur. Il n'avait pas de raison particulière d'être loyal envers Coleman et, contrairement à Roberts, ne témoignait pas d'indulgence envers sa vanité écrasante et son ego autocratique qui avait permis de faire le ménage en si peu de temps. Alors, à mesure que les jeunes gardés par Coleman et ceux qu'il avait recrutés à l'extérieur devenaient des anciens, la réaction contre le doyen Silk se mit en place. Il n'en avait jamais pris la mesure avant de compter ceux qui, tout département confondu, ne semblaient pas fâchés que le vieux doyen ait qualifié ces 2 étudiants apparemment inexistants d'un mot qui se définisse non seulement par le premier sens du dictionnaire, qu'il soutenait être seul pertinent en l'occurrence, mais aussi par les connotations injurieuses et racistes qui avaient permis à ces 2 étudiants noirs en question de l'attaquer. Je me rappelle très bien le jour d'avril, il y a 2 ans, où, à la mort d'Iris Silk, la folie s'est emparée de Coleman. Moi qui saluais tel ou tel membre de la famille quand nos chemins se croisaient à la supérette ou à la poste, je ne connaissais pas vraiment les Silk, et je ne savais pas grand-chose d'eux avant cette date. J'ignorais même que Coleman avait grandi à moins de 10 kilomètres de chez moi, dans la toute petite ville d'East Orange, comté d'Essex, New Jersey, et que, diplômé en 1944 de son lycée d'East Orange, il avait quelques 6 ans d'avance sur moi, élève au lycée voisin à Newark. Coleman n'avait pas fait d'effort pour me connaître. Quant à moi, si j'avais quitté New York pour m'enterrer sur une petite route à flanc de montagne dans les Berkshires, au fond d'un champ, dans une bicoque de 2 pièces, ce n'était pas pour me faire de nouvelles connaissances ou m'intégrer à une communauté. Les premiers mois, j'avais bien été invité à dîner, à prendre le thé, à un cocktail, à descendre dans la vallée, donner une conférence à l'université, ou même à faire un speech informel lors d'un cours de littérature si je préférais. Mais j'avais poliment décliné, de sorte que mes voisins et l'université me laissaient vivre et travailler en solo. Et puis, cet après-midi-là, il y a 2 ans, après avoir pris ses dispositions pour les obsèques d'Iris, Coleman avait sauté dans sa voiture pour venir tambouriner à ma porte. Il avait quelque chose d'urgent à me dire, mais ne tenait pas en place. Il ne resta pas assis 30 secondes pour m'expliquer clairement de quoi il s'agissait. Il se levait, se rasseyait, arpentait nerveusement la pièce où je travaille, parlait fort et très vite, tendant même le poing de manière menaçante, quand il estimait à tort devoir souligner son propos. Il fallait que j'écrive quelque chose pour lui, c'était presque un ordre. S'il écrivait son histoire dans toute son absurdité, sans rien changer, personne n'y croirait,
personne ne la prendrait au sérieux. On dirait que c'était un mensonge risible, qu'il affabulait pour se justifier. Sa disgrâce ne pouvait pas être due au seul fait qu'il ait prononcé le mot zombie en classe. Tandis que si moi, écrivain de métier, je racontais l'histoire, il perdait toute retenue, et à le regarder, à l'écouter, je ne le connaissais pas, mais c'était de toute évidence un homme accompli, un homme d'un certain poids, à présent complètement déjanté. J'avais l'impression d'assister à un grave accident de la route, à un incendie ou à une explosion abominable, bref, à un désastre public qui méduse autant par son invraisemblance que par son côté horrifique. Sa démarche désordonnée m'évoquait ces poulets dont je me suis laissé dire qu'ils continuent d'avancer après qu'on leur a coupé la tête. Elle avait bel et bien été tranchée, la tête qui logeait le cerveau cultivé du doyen de la faculté et du professeur de lettres classiques, naguère inattaquable. Ce que j'avais sous les yeux, c'était son corps décapité, qui décrivait des cercles désordonnés. Alors qu'il n'était jamais entré chez moi avant ce jour-là, qu'il connaissait à peine le son de ma voix, je devais, toutes affaires cessantes, écrire comment ses ennemis à Athéna, en voulant l'atteindre lui-même, avaient abattu sa femme. Ils avaient créé de toutes pièces une fausse image de lui, en le taxant de fautes qui n'étaient pas les siennes, et ne pouvaient pas l'être. Et ainsi, non contents d'avoir jeté le discrédit sur une carrière menée avec le plus grand sérieux et le plus grand dévouement, ils avaient tué la femme qui était son épouse depuis plus de 40 ans. Ils l'avaient tuée tout aussi efficacement que s'ils l'avaient mise en joue pour lui loger une balle en plein cœur. Il fallait que j'écrive pour raconter telle et telle absurdité de l'affaire, moi qui, à l'époque, ne savais rien de ces misères à l'université et qui ne faisais encore qu'entrevoir vaguement la chronologie du calvaire que, depuis 5 mois, ils avaient enduré, lui et la défunte Iris Silk, l'immersion punitive dans les réunions, les audiences, les commissions, les documents et les lettres soumis à la hiérarchie universitaire, à des comités de collègues, à un avocat noir bénévole pour représenter les 2 étudiants, les accusations, les dénégations, les contre-accusations, la bêtise obtuse, l'ignorance, le cynisme, les erreurs d'interprétation grossières et délibérées, les explications à redonner sans cesse, laborieuses, les questions de la partie civile et, sur tout cela partout en permanence, le sentiment d'irréalité. Le meurtre de ma femme, criait Coleman en se penchant pour taper du poing sur mon bureau. Ces gens-là ont tué ma femme. Le visage qu'il me montrait, à 30 centimètres du mien de surcroît, était aujourd'hui bosselé et déformé. Ce visage d'homme âgé mais encore séduisant, juvénile et soigné, était étrangement repoussant, ravagé selon toute vraisemblance par les effets toxiques des émotions qu'il parcourait. Vu de près, ce visage était talé et abîmé comme un fruit tombé de son étal et dans lequel les chalands successifs ont donné des coups de pied au passage. Il y a quelque chose de fascinant dans ce que la souffrance morale peut faire à quelqu'un dont la faiblesse ne saute pas précisément aux yeux. C'est plus insidieux que l'œuvre de la maladie, parce que ça ne se soulage pas par une perfusion de morphine, une péridurale ou une opération chirurgicale. Une fois que cette souffrance vous tient, on dirait que la mort seule peut vous en libérer. Sa réalité brutale ne ressemble à rien d'autre. Assassiné. C'était selon Coleman la seule explication à la mort inopinée de cette femme de 64 ans, en parfaite santé, à la présence impressionnante. Peintre abstrait, ses toiles dominaient les expositions de la région, et elle administrait elle-même de manière autocratique l'association des artistes de la ville. Poète, le journal local publiait ses œuvres. Militante, dans son jeune temps très politisé, elle avait pris la tête de l'opposition universitaire locale aux abris anti-atomiques, au strontium 90 et enfin à la guerre au Vietnam. Une femme qui avait ses idées, intransigeante, peu diplomate, une vraie tornade, impérieuse, reconnaissable à 100 mètres par sa chevelure, auréole hirsute de cheveux blancs crépelés. Fallait-il qu'elle fût forte, en effet, pour que cet homme, pourtant redoutable, ce doyen qui avait la réputation de passer sur son prochain comme un rouleau compresseur, ce doyen qui avait fait l'impossible pour mettre au monde l'université d'Athéna, ne réussit à la dominer qu'au tennis. Dès que Coleman fut en butte aux attaques, cependant, une fois l'enquête ouverte sur cette accusation de racisme, non seulement par le nouveau doyen, mais aussi par une petite organisation noire et par un groupe de militants noirs de Pittsfield, le délire caractérisé de cette situation eut pour vertu d'effacer les innombrables problèmes du couple.
et cette autorité impérieuse qui entrait en conflit avec l'indépendance opiniâtre de son mari depuis 4 décennies, Iris Silk la plaça au service de sa cause. Eux qui ne dormaient plus dans le même lit depuis des années, qui supportaient chacun assez mal la conversation de l'autre ou ses amis, les Silk donc, étaient de nouveau côte à côte, tendant le poing à la figure de ceux qu'ils détestaient davantage qu'ils ne parvenaient à se haïr mutuellement dans leurs pires moments. Tout ce qu'ils avaient en commun 40 ans plus tôt, quand ils étaient amants et camarades à Greenwich Village, du temps qu'il terminait sa thèse à l'université de New York, qu'elle venait tout juste d'échapper à ses dingues de parents anarchistes et posait pour les cours de dessin de l'Art Students League, déjà armée de sa chevelure volumineuse et foisonnante, les traits larges, voluptueuses, avec les allures théâtrales d'une grande prêtresse parée de bijoux folkloriques, d'une grande prêtresse biblique d'avant les synagogues. Tout ce qu'ils avaient en commun au village, sauf la passion érotique, éclata de nouveau au grand jour, jusqu'au matin où elle se réveilla, avec une migraine atroce et un bras engourdi. Coleman l'emmena à l'hôpital en urgence, mais le lendemain, elle était morte. Ils voulaient ma peau, et c'est la sienne qu'ils ont eue, me dit Coleman plus d'une fois au cours de cette visite inopinée. Il s'empressa de le répéter le lendemain après-midi à chaque personne venue aux obsèques. Il n'en démordait pas. Aucune autre explication ne lui paraissait plausible. Depuis la mort de sa femme, depuis qu'il avait admis que ses épreuves ne me tentaient pas comme sujet romanesque et qu'il avait bien voulu reprendre les documents empilés sur mon bureau ce jour-là, il travaillait à son propre livre, où il expliquait sa démission de l'université d'Athéna. Ce livre était une autobiographie qu'il intitulait « Zombie ». In 1946, that's when Sugar started his tricks. Hit the bell with a left, follow with the right, and tip down the ring, champ.